Moi, ça fait super chaud au cœur quand j'entends Fred ou Rachid. Voilà, je peux continuer mon métier pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est de prendre de plus en plus conscience de soi, de comment on fonctionne et des relations avec tout ce qui nous entoure. Parce que c'est le plus beau témoignage qu'on puisse avoir. Changer, pas changer en bien ou épanouir, rendre heureux les gens, c'est génial. Il y a plein d'autres manières de comprendre les choses qui nous entourent, et notamment par l'expérience directe, et qui passent donc du coup, qui passent pas par les filtres interprétatifs du mental, quoi. Au-delà de toutes les techniques, etc., stage de survie, ça pourrait être anxiogène et compagnie. Ben non, ça ne l'est pas, enfin chez nous en tout cas. Et voilà, c'est le plus beau des témoignages qu'on peut avoir. Donc, Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir pour notre premier live, le live d'Arakis Travel. Moi, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis conférencière et animatrice de table ronde sur de nombreux thèmes qui sortent des sentiers battus. Et puis, en ce moment, je suis chargée de communication pour le lancement de Arakis Travel. C'est une agence de voyage en conscience qui plonge les voyeurs au fond d'eux-mêmes. Et donc, j'aurai le plaisir ce soir d'interviewer nos deux experts sur ce passionnant sujet qu'est la spiritualité en survie. En effet, incongrue association de notions, mais pourtant ô nécessaire afin de préserver ce qu'il y a de plus humain dans les situations les plus dégradées. Pourtant, certains en doutent et souhaitent d'abord s'accorder sur les définitions et leurs articulations. C'est ce dont nous allons parler ce soir à travers des exemples concrets, notamment avec des peuples amazoniens, Waorani, Quichua, ainsi que les Mentawai en Indonésie. Donc merci à William et Denis d'être présents ce soir pour nous apporter votre éclairage. Je me permets de vous présenter donc tous les deux un peu plus en détail pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas. Donc on a avec nous William Wadou, donc toi tu es le fondateur d'Arakis Travel et tu es consultant en stratégie de transition et spécialiste de la gestion du changement. Tu as travaillé pour des ONG dans les domaines de l'agroécologie, de la régénération des écosystèmes, des connaissances ancestrales. Et tu es aussi l'auteur du livre La Voix des écovillages aux éditions Terran. Donc voilà pour le portrait de notre référent des cultures amazoniennes ce soir. Et bien sûr, on a aussi l'aventurier Denis Tribaudot, qui est spécialiste de la survie avec plus de 83 pays explorés. Tu as cofondé il y a 20 ans avec Nadia les stages de survie Tribaudot, qui sont devenus aujourd'hui une véritable référence dans le domaine. Tu as coaché plus de 10 000 personnes et tu possèdes aujourd'hui une équipe de 17 formateurs en France avec 1442 stages effectués. Vous prenez un très grand plaisir à partager vos connaissances parce que c'est pour vous une véritable passion. Et tu as également écrit de nombreux ouvrages sur la survie en particulier. Voilà donc le portrait de notre référent en survie extrême et de notre référent sur les cultures amazoniennes. Donc on a deux professionnels qui sont passionnés par leur parcours et qui ont un parcours hors norme. Et puis vous êtes aussi amis dans la vie et vous avez été tous les deux notamment invités sur les plateaux de BFM TV pour décrypter le crash d'avion en Amazonie avec les 4 enfants perdus 40 jours dans la jungle qui heureusement ont été tous retrouvés sains et saufs et qui peut constituer un des premiers exemples de spiritualité en survie, mais nous en reparlerons un petit peu plus tard. Alors nous allons démarrer en vous posant à tous les deux, de but en blanc, la première question que tout le monde se pose. Pourquoi associer ces deux notions, spiritualité et survie? quand on touche à la nature, on est obligé de parler et de toucher à la spiritualité, en définitive. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas être anti-spirituel, on ne peut pas croire en rien si on est au contact de la nature. Voilà. Je te renvoie la balle, William, mais d'une façon ou d'une autre, on est obligé de se confronter à sa propre croyance, en définitive, de la nature. De toute façon, je crois qu'on va devoir définir un petit peu après ce qu'on entend par spiritualité, voire même Mm. survie. Mais moi aussi, ça me paraît évident et c'est important aujourd'hui, je crois, de ne pas réduire les techniques de survie à juste des apprentissages pratiques, mais justement de parler de reconnexion à la nature. Parfois, on a un peu cette idée conçue de la survie simplement en sachant faire du feu, en sachant faire un abri, mais il y a beaucoup plus que ça. Et c'est ça, je pense, ce dont on va discuter un petit peu après, quoi. Oui, je pense que tu as raison. Le premier truc, moi, mes clients, ils viennent et c'est souvent, la première chose qu'ils me disent, c'est un retour à l'essentiel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un retour à l'essentiel? C'est juste se reconnecter avec soi-même, se dépouiller du superflu et faire en sorte que l'individu se pose les questions fondamentales, quoi. Qui suis-je? À quelle place j'occupe dans l'environnement dans lequel je suis?
Et puis fatalement, quand on a oublié volontairement ou involontairement les objets qui font qu'on n'est pas en situation de survie, ben, on est obligé d'avoir une espèce de, je sais pas, une espèce de simplicité, une sorte d'éveil qui fait que on est obligé de se reconnecter avec le vrai, quoi. Et c'est peut-être ça aussi, une sorte de spiritualité. Bah, je pense que Là, je t'étonne hein, parce que je parle vachement sérieusement. Hein. ben, je pense que ça, la spiritualité, c'est déjà c'est la compréhension d'une certaine manière de ce qui nous entoure et de ce qui est en nous. Ça commence par ça. Et pour comprendre en fait ce qu'il y a autour de nous, ça ne se fait pas juste par des échanges mécaniques, mais de comprendre des choses qui sont bien au-delà de juste notre personne et ce qui est autour de nous. C'est-à-dire de Ouais. comprendre la relation qu'il y a avec, bah, ce dans quoi on est immergé. Et ce dans quoi on est immergé, c'est pas seulement ce qu'on voit avec nos sens, mais c'est bien plus. Ouais. Moi, je suis d'accord avec toi, mais les gens, quand ils viennent en stage de survie, ils viennent surtout acquérir des techniques et se rassurer avec ces techniques et ces objets qu'ils fabriquent en définitive. C'est très matérialiste tout ça. Et pourtant, ce qui en ressort à la fin, c'est qu'ils sont passés au-delà des techniques, au-delà des objets qu'ils ont fabriqués pour sortir d'une situation de survie, pour aboutir à une réflexion plutôt voilà, spirituelle. Voilà. Ils n'en ont pas conscience au début enfin pour certains, hein, pas pour tous, hein. Mais la plupart du temps, ils viennent se rassurer en se disant oui, je suis capable d'acquérir telle technique, d'avoir tel objet qui va me servir à faire tel truc. Mais en réalité, ils ne pensent pas du tout d'une façon ou d'une autre à la spiritualité du moment, quoi. Ouais. C'est Ah très oui, matérialiste, quoi. ouais, tout à fait. Donc, c'est pas au menu quand tu présentes les stages. Non. On dit pas, on va traiter la Ouais. spiritualité, mais moi, je me souviens bien qu'effectivement, dans les échanges qu'on a pu avoir en fin de journée, après être tous fatigués par les activités de aller chercher de l'eau, filtrer cette eau, terminer de préparer les abris, etc., finalement, les discussions tournent vachement plus autour des questions spirituelles, de compréhension des cultures avec lesquelles on interagit sur leurs croyances, etc. Donc, définitivement, je suis d'accord avec toi, c'est que la spiritualité, en fait, même si on n'en parle pas, elle n'est pas du tout évacuée dans ces stages-là, quoi. Non, non, non. Non, non, non. Puis c'est obligé, quoi. On se raccroche à quelque chose, et quand tu n'as plus grand-chose, bah, tu te raccroches à tes croyances, à des esprits, du vent dans les feuilles, à un bruit au loin, à quelque chose, un cri d'animal, voilà, et ça t'évite d'avoir peur. Je pense que fondamentalement, les gens font tout pour comprendre ou pour croire en quelque chose pour éviter d'avoir peur, en définitive. Et moi, j'hallucine, c'est que on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et je me suis rendu compte que les gens ne connaissaient plus la nature. Et tout compte fait, ils savent plus survivre dans cet élément, dans cet environnement-là. Alors qu'on vient tous de la nature. On vient tous de peuples qui étaient issus de la nature, qui avaient les pieds dans la boue, les yeux dans les feuilles des arbres, etc. Et on a complètement désappris tout ça. Et donc, on s'est éloigné de la spiritualité et des techniques de vie en forêt, quoi. Et donc, quand on les replonge là-dedans d'une façon un peu plus brutale ou rapide, bah, les gens sont complètement désarmés. C'est le cas de le dire, ils sont complètement démunis. Et donc, ils ont intérêt à se réancrer très, très vite avec le vivant, avec ce qui les entoure, pour pouvoir ne pas avoir peur et croire en quelque chose, la Pachamama ou autre chose, bah, ça permet de se rassurer, quoi, en définitive. Donc c'est assez rigolo et ça se reconnecte assez vite hein, quand même. Est-ce qu'on Ouais. peut dire que pour William et pour Denis, votre définition du mot survie et la définition du mot spiritualité est la même, ou est-ce que vous avez des petites nuances entre vous deux? Bah, en fait, pour moi, enfin, je vais commencer, si tu me permets. Ah ouais, vas-y, vas-y. Je dirais que la spiritualité, c'est plusieurs choses, en fait. Et ça va au-delà de la question de la religion, de Ouais. croire ou pas croire. Il y a des choses euh, qui sont presque d'une évidence, mais dont on a oublié, en fait, l'existence.
Pour commencer, en fait, je pense que c'est avant tout une expansion de la conscience, la spiritualité. C'est de prendre de plus en plus conscience de soi, de comment on fonctionne et des relations avec tout ce qui nous entoure. Et pour comprendre tout ça, nous, on est très fort, en fait, en Occident pour passer par le mental, en fait. Ça, c'est Mhm. vraiment notre force, notre spécificité un peu. Mais en fait, il y a plein d'autres manières de comprendre les choses qui nous entourent, et notamment par l'expérience directe. Et qui passe donc du coup, qui passe pas par les filtres interprétatifs du mental, quoi. Et il y a plein de façons de le faire. Et c'est là où c'est intéressant de côtoyer ces populations-là, en Amazonie ou ailleurs, puisque c'est assez courant dans beaucoup de cultures. C'est de passer par des manières enfin, par des techniques comme le ressenti, travailler l'intuition, évidemment des techniques de modification d'état de conscience. Et c'est ça qui amène à une autre compréhension de ce qui nous entoure. Sachant que la façon dont on interprète notre environnement, c'est fait à travers nos sens. Et nos sens sont limités. Ce que j'entends, c'est pas ce qu'entend mon chien. Ce que je vois aussi, c'est sur un spectre réduit. Donc forcément, je n'ai pas accès directement à la réalité. Ok? Pourquoi je dis... Enfin, je passe par tout ça et après, je vais faire le lien avec la question de la survie. Mais c'est quand on s'ouvre à ça, en fait, c'est intéressant parce qu'on a une compréhension très différente de ce qui nous entoure. Quand on comprend qu'il y a des choses qui se passent dans l'invisible, donc là, je ne suis pas dans des trucs ésotériques, mais rien que par le fait qu'on a des sens limités, il y a des choses qui se passent dans l'invisible auxquelles on peut avoir accès de différentes manières. Et ça nous donne une autre compréhension de ce qui nous entoure et beaucoup plus de facilité pour intervenir avec cet entourage-là. Et les événements qui peuvent se produire, ben, pour moi, du coup, on les vit autrement parce qu'on a une compréhension beaucoup plus large. Et voilà, et je vais te laisser parler là. Ah oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Même si c'est vraiment pas dans le programme des stages de survie, qu'ils soient petits ou grands à l'étranger ou en France, à chaque fois, le sujet est mis sur la table, enfin sur la table. Ce qui nous reste, on va dire, sur le feu de camp, souvent le soir à la tombée de la nuit, ouais. C'est la compréhension de son environnement, c'est la sensation, capter des éléments qu'on n'a plus l'habitude de capter dans le dénuement, quoi. En définitive, c'est quand on est nu qu'on se rend compte que bah, on est bien obligé d'expliquer ou de ressentir des choses pour trouver des solutions, quoi. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que enfin, que ce soit les Occidentaux ou les peuples que j'ai côtoyés, ils ont tous des moyens d'arriver à cet état de compréhension de leur milieu, d'état de conscience. Alors, on appelle ça, je sais pas, comprendre, enfin, sentir l'invisible, comme tu dis, expliquer les choses quand il y a un courant d'air qui arrive, etc. Bah, il y a une explication invisible, certes, mais c'est rationnel, il y a une explication. C'est-à-dire que quelque chose d'irrationnel devient explicable, quoi. Ou l'inverse. Je n'ai pas les bons mots, mais on trouve un sens à tout. Et quelque part, voilà, on essaie de trouver des solutions parce qu'on n'a pas les bons outils et on arrive à se raccrocher à des choses plus ou moins alambiquées ou naturelles ou pas pour trouver, bah, faire du feu, un abri, trouver son chemin, etc. Donc des fois, ça nous rassure de trouver des solutions avec la forme des nuages ou le vent dans la forêt, en disant, voilà, l'ancien nous a parlé, il nous dit qu'il faut aller par là parce que le vent... Bon, des fois c'est bien, mais des fois c'est juste un pari qu'on fait, hein. Et on se rassure avec des indices comme ça qu'on trouve et on y croit, quoi. Donc voilà. Mais du coup, Après, Denis, tu dis que dans les stages que tu organises, à la base, les gens, ils viennent plus pour se rassurer et apprendre des techniques pratiques, donc par rapport au matériel. Et ouais. ensuite, tu dis que sans faire exprès, on s'allonge le soir devant le feu de bois, on regarde des étoiles, et là, les gens se sentent Ouais. investis subitement par des pensées un peu plus spirituelles alors qu'ils n'étaient pas venus pour ça. C'est ça que tu voulais dire? Oui, 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 en majorité, j'ai ressenti ça. Après, on arrive plus ou moins avec notre bagage de spiritualité. Voilà, les gens n'arrivent pas de zéro tous, mais la plupart du temps, ouais. Après, voilà, quand tu es immergé dans la nature dépouillée, fatalement, tu ouvres tes chakras, hein, tu te livres, tu es à sa merci.
tu te rends compte de la place que tu occupes dans l'univers, c'est-à-dire pas grand-chose, et qu'on ne perçoit rien en définitive dans notre vie moderne, ou plus grand-chose que quand tu es immergé au fin fond de l'Amazonie ou en Afrique noire. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est la beauté, la grandeur, la puissance, l'intraitable rouleau compresseur qu'est la nature. Voilà, voilà. Alors, moi, je dis que la spiritualité est dans la nature, ou la nature est spiritualité, quoi. Tu comptes fait. Parce Ça que nous du coup, habite. William, tu vois, les voyages que tu proposes avec Arrakis, il y a une dimension spirituelle pleinement assumée et pleinement annoncée dès le départ, malgré le fait que les voyages proposés, certains, bah, évidemment, invitent Denis à gérer les aspects de survie, les aspects pratiques. Mais comment tu pourrais décrire cet engagement sur la partie spirituelle qui est associée au stage de survie en Amazonie, par exemple, sur les programmes du voyage Arrakis? D'accord. Bah, en fait, les voyages qu'on essaie de proposer avec Arrakis, c'est des voyages, pour employer un jargon un peu technique et professionnel, c'est des voyages transformationnels. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif, c'est que les voyageurs repartent de leur voyage avec un début de transformation, quelque chose qu'on a semé, une prise de conscience, quelque chose comme ça dans la tête des gens. Et c'est ça qui peut les aider ensuite à passer à autre chose, à prendre une décision, à se réorienter, à avoir été inspiré par quelque chose qu'ils ont vu. Et en fait, on peut le faire de plein de manières. Et la survie est un des outils que je pense essentiels pour ça. Pourquoi? Parce que la survie, c'est pour gagner en autonomie, en quelque sorte. Voilà, c'est qu'en fait, à travers peut-être des apprentissages très pratiques, on gagne en autonomie parce que tout d'un coup, on sait faire du feu, on sait où trouver, je sais pas, une source d'eau, on sait où chercher sa nourriture, comment la préparer, etc. Ce qu'on potentiellement ne savait pas avant. Donc ça, on gagne en autonomie. Et le fait d'y rajouter euh, l'approche que nous, on veut donner avec Arrakis sur la question de la spiritualité et de mieux se connaître, c'est que on part de ces bases pratiques-là et on essaye d'ouvrir, et ça, on le fait grâce au contact aussi avec les cultures autochtones, on essaye de s'ouvrir à une autre façon de comprendre le monde. Mais Qu'est-ce- ouais, enfin, pardon, Vas-y, mais Vas-y, vas-y, ouais, Denis. vas-y. les stages de survie, pour moi, alors, toi, tu le maîtrises. Toi, tu arrives à le mettre bien à plat. Mais moi, tout ce que tu dis, là, je ne l'ai pas fait exprès, quoi. Et quand les gens viennent faire un stage de survie, pour moi, ben, ils venaient réapprendre la nature, réapprendre à vivre au sein de son environnement, mais très, très basiquement parlant, quoi, pour tenir le coup. Et puis, tout compte fait, je me suis aperçu que les gens font un retour à l'essentiel. Ils font une connexion avec le vivant, chose que dans nos vies, on est hors sol complètement. Ils se reconnectent avec le vivant. Ils voient la place qu'ils ont dans l'univers, hein, l'humilité par rapport aux éléments, quoi. Voilà. Euh, il y a une sorte de rite de passage aussi. Et Ouais. quand tu passes de l'âge adolescent à adulte, j'ai plein de gens comme ça. Il y a aussi une un truc en pleine conscience. Je sais pas comment tu pourrais l'expliquer. Tu as des mots, toi. Ils sont en pleine conscience, ils sont dans le présent, ils sont dans l'instant, quoi. Et puis, bah, tout ça, bah, ça fait une espèce de spiritualité naissante ou renaissante, instinctive, comme tu l'as dit, laïque. C'est pas une religion, c'est des trucs qui sont enfouis en nous tous, quoi. Après, moi, j'ai remarqué dans les peuples que tu connais et que je connais, que tu connais et que je connais pas, et vice-versa, souvent, le moyen d'arriver à la pleine conscience et à la vision de l'invisible, ça se fait surtout avec des passerelles, quoi, des passerelles chimiques ou des passerelles, des mises en transe, etc. Des, euh, Est-ce que et les ça, rituels sont nécessaires ou est-ce qu'on peut le faire sans? Peut-être ben, William pourrait aussi enrichir avec ça. ouais, là, il sera mieux de répondre que moi. Ouais, ouais, On ouais. peut faire sans, hein, évidemment. Enfin, moi, dans la région où j'habite et que je côtoie beaucoup, hein, l'Amazonie, beaucoup des rituels sont des rituels liés à l'absorption de plantes psychotropes. Ok. Donc, ce qui accélère et qui provoque un certain nombre de choses. Et quand tu faisais référence tout à l'heure aux enfants là, qui ont survécu en Amazonie, c'est intéressant de voir, d'ailleurs, le documentaire, il est sur Netflix, autant que je sache.
Et en fait, au début, on voit toute une opération faite par les militaires pour essayer de les localiser et de les sauver. Et au bout d'un moment, par renoncement, ils font appel aux Indiens. Et les Indiens font des rituels avec l'ayahuasca, qui est le breuvage qu'ils utilisent. Et dans leur vision, ils plus ou moins localisent en fait les enfants quelque part et ils continuent l'expédition alors que les militaires ont renoncé pour essayer de les trouver, quoi. Et ils finissent par les trouver. C'est intéressant parce qu'en fait, T'as évidemment, spoilé le documentaire Netflix. ah, Alors mais c'est là, intéressant. La façon dont il est fait, dont il est mené est intéressant de toute façon. Ce qui est frappant là-dedans, c'est de voir enfin, ils ont recours aux croyances des Indiens en dernier lieu, et que finalement, c'est ça qui devient efficace, quoi. Et là, alors, on peut interpréter de plein de façons, mais en tout cas, voilà. Ils ont cette relation avec la forêt et la capacité de décrypter ce qui s'y passe d'une manière un peu différente. Et évidemment, ils s'aident avec avec ces plantes. Mais c'est pas une nécessité. Pas dire se reconnecter à la nature comme on souhaite le faire, ça passe par plein de possibilités. Et ça peut être par, je sais pas moi, méditation, du yoga. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent être utilisées dans ce cas-là, quoi. Il ne faut pas forcément prendre des drogues. Mhm. Non, déjà, ressentir les éléments, faire des câlins aux arbres, marcher pieds nus. C'est Ouais, tout ouais. bête, hein. Tout le monde peut le faire, mais c'est ressentir les choses. Voilà. On a tellement plus perdu l'habitude de ressentir. Voilà, on ne fait qu'amasser, amasser, amasser, mais voilà, on ne ressent plus. Donc, ressentir les choses, ressentir la nature, les éléments, et ben, on s'aperçoit ouais, qu'on ressent beaucoup plus qu'on ne croit. Ouais. Mais tu m'étonnes. Moi, j'ai un stagiaire qui m'a appris que je faisais passer le feu. Ben, je fais passer le feu. Voilà. comment tu fais pour Ça veut dire quoi, faire passer le feu pour Ben, quelqu'un se nos... brûle et je viens vers lui, je lui pose les mains sur la partie brûlée, je fais ma petite prière, j'y crois, je me connecte ben, à la terre, tu vois. Il faut que je sois ancré au sol et connecté au ciel. Donc il m'a dit, toi, ça va être facile, tu te prends pour un immense chêne, voilà, qui a de grandes racines et puis qui va toucher le ciel. Je me concentre et puis je récite ma petite prière 3 fois de suite. Et généralement, si je me rappelle plus de la prière, c'est que c'est bon signe, quoi. Il y a plein de petits signes comme ça. Et généralement, ça marche. Alors, je travaille pas ça, je sais pas comment ça marche, mais la plupart du temps, au bout d'une demi-heure, une heure, oh, j'ai complètement oublié. Je vais revoir la personne, je dis, hey, au fait, ta brûlure? Ah bah ouais, elle aussi, elle a oublié et elle a plus mal. Donc voilà. Mais je sais pas du tout quels sont les mécanismes et quelque part, ça m'intéresse pas, quoi. Et Donc, dans un stage où il y a un côté un peu viril, un peu voilà, macho, ce genre de choses, si je vais embrasser un arbre, ça le fait, quoi. Ça suffit. mais ouais, tu sais, enfin, en 1400 stages, moi j'ai tout eu comme personnage, de la, de la bimbo Instagrammeuse au chaman ou à la personne qui croit plein de choses dont je n'étalerai pas les théories. Voilà, et après, ben, voilà, on y trouve ce qu'on veut, tout compte fait. L'important, c'est d'être dans la nature, quoi. On sait que les Waorani sont un peuple en voie de disparition, mais concernant les différences culturelles et ethniques, est-ce que le concept de survie, c'est le même pour un membre d'une tribu, par exemple amérindienne, dont le peuple est en voie de disparition, donc ils sont en situation de survie, mais par rapport au peuple en lui-même, en comparaison à une population qui est de plus en plus en difficulté en Occident et qui survivent au quotidien en finissant expulsés de leur logement, etc. Quel est ce sentiment de survie selon les différences culturelles? Et existe-t-il plusieurs sentiments de survie différents? Mais non, il existe un seul sentiment de survie, la peur de disparaître, de mourir, etc. Mais après, il existe plusieurs survies possibles. Là, les Waorani, ils sont en voie de disparition. Leur culture, leur sang va être mélangé, ils vont être dilués. Nous, occidentaux, européens, on a cru pendant longtemps que l'homme de Néandertal n'avait pas survécu à l'arrivée des Homo sapiens en Europe, qui s'étaient fait la guerre, etc. Et puis les études récentes de l'ADN ont prouvé que on avait tous au moins 2%
à 3 à 4% d'ADN de Néandertaliens. Tout compte fait, au lieu de se faire la guerre, ils se sont fait l'amour, quoi. Donc le Néandertalien a disparu. Mais en réalité, non, il n'a pas disparu. Il s'est fondu il s'est mélangé à d'autres. Les Guaranis, c'est ce qui leur arrivera, je pense. Ils vont se fondre dans d'autres communautés. Quelqu'un qui se fait expulser avec ses femmes et enfants qui se retrouvent sur le trottoir et qui n'a pas de boulot, etc. Là, lui, il est en survie parce qu'il risque de mourir, pas son ethnie ou son sang, mais lui, physiquement, quoi. Donc, c'est pas du tout la même chose, quoi. Les Hadzabe que je connais aussi en Afrique, c'est exactement la même situation. Ils sont plus que 1000, il y en a plus que 300 qui vivent par petits paquets, de 10-15 dans le bush. Bon, bah, les 700 qui restent, ils se sont fait happer par la ville et ils sont esclaves. Mais ils vont dépérir comme ça dans l'alcool, et dans la drogue, et ils vont pas se mélanger, et eux, ils vont peut-être disparaître parce qu'ils n'auront même pas la chance de se mélanger aux autres. Je connais mon fixeur local, mon William local. Ben, il a voulu se marier avec une Hadzabe, les Hadzabe ne veulent pas. Donc, ils ne se mélangent pas. Ils sont purs génétiquement parlant, mais ils sont voués à disparaître dans les 10 ans parce qu'ils ne veulent pas se mélanger. Les Warani, je pense qu'il y a déjà des couples et beaucoup plus d'interactions avec les autres ethnies aux alentours, quoi. Voilà. Par Donc, il y a rapport plusieurs sortes. Oui. au mélange dont tu viens de parler, dans la culture de nombreux peuples autochtones, c'est conservé un état d'esprit communautaire justement où ils restent Mm, entre eux, et mm, d'autres peuples comme peut-être les Quichua qui sont en expansion, qui mm. sont plus enclins à se mélanger, etc. Ouais, Mais du coup, il y a des peuples qui se sont complètement délités dans la culture occidentale ouais. contemporaine, Mm. qui est elle, la culture occidentale est un peu plus individualiste. Comment expliquer un tel écart d'état d'esprit entre deux civilisations, une qui est restée tribale, d'autres qui sont devenus plus individualistes et qui ne sommes plus dans l'esprit communautaire, par exemple. Bah, William, tu veux répondre? Ouais, ouais, je peux commencer par déjà un souvenir que lorsque j'accompagnais en fait des groupes en Amazonie pour découvrir les médecines traditionnelles, j'avais fait le constat, après je ne sais pas si je peux le généraliser, mais je pense que en quelque sorte oui, ça contribue. Ce sont les cultures où il y a le chamanisme, donc en fait une pratique nature spirituelle, où elles sont les plus fortes, ce sont les cultures qui ont résisté en fait, notamment à l'absorption de la modernité. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ces populations-là sont en contact évidemment avec la modernité. Elles sont friandes aussi bah, de technologies de toutes sortes, sauf que leur éducation dans la forêt fait que ils sont touchés beaucoup plus directement par ces outils modernes et sont vite détruits. Et ça peut commencer par des choses très simples comme le fait d'avoir découvert des objets en fer au début, bah, les cadeaux, la machette, etc. Ça change beaucoup de choses. Mais moi, je me souviens d'une population au Pérou où on avait fait une campagne de vaccination chez eux et on avait appris que l'arrivée en fait de la bière donc de vendeurs de bière à proximité des cultures avaient délité toute la communauté parce qu'en fait, avant, traditionnellement, les gens échangeaient une boisson qui s'appelle la chicha, que préparaient les femmes, et que tout ça, derrière, il y avait un rite de séduction, il y avait beaucoup de choses qui se passaient, mais du jour où les hommes sont partis acheter des bières chez le vendeur du coin et se saouler, ça avait complètement euh, couper les relations qui pouvaient se créer dans cette communauté-là, quoi. Donc ça a beaucoup de conséquences. Euh, euh, en fait, je pense il y a vraiment cette notion en fait de lien spirituel qui permet de résister à ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, la relation qu'a le chaman avec ces questions-là, il les, il les traite à un niveau différent, en fait. Et il permet de ramener ces connaissances-là et ces règles-là au sein de sa société. D'accord? Ça, c'est un élément important. Mais j'ai perdu ta question, en fait. J'ai oublié ta question. C'était un écart culturel entre l'esprit Ouais. d'entraide et de groupe qu'on a du mal à remettre en place en France, en Europe, avec les phénomènes des écolieux où ça pète parce que les gens, ils n'ont pas les mêmes valeurs, parce qu'on a Mm. vécu tellement séparés les uns des autres, chacun dans notre maison, qu'on a perdu cet esprit tribal qu'on retrouve en Amazonie ou dans d'autres peuples. C'est ça la question.
Après, c'est le contexte aussi qui fait ça aussi, hein, je pense énormément, hein. C'est pas qu'ils soient forcément toujours plus éveillés que nous dans la société occidentale, mais ils ont, c'est une façon de survie aussi. Par exemple, typiquement en forêt amazonienne, l'agression peut venir de n'importe où, à tout moment. On ne le voit pas arriver du fait que c'est une forêt et que la visibilité est quand même très réduite. Et donc, en fait, ils créent des liens avec les familles voisines, voilà, pour d'une certaine manière aussi se protéger le jour où une agression. Bah, les premiers attaqués informent ceux qui sont à l'intérieur d'une espèce de cercle, quoi. D'accord? Donc ça, c'est aussi des liens qui se créent de communautaires. Et puis après, bah, culturellement, ils ont une construction de la société qui est très différente, où il y a beaucoup d'entraide, où les enfants peuvent être élevés par plusieurs femmes, sans que ça soit forcément la mère. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se font encore avec cet esprit communautaire et qui leur donnent une plus grande capacité de résilience. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ce qu'on vit, dans la société moderne, on va réapprendre les notions de collectif, de communauté, avec toute cette dimension spirituelle, parce que ça va être une nécessité pour survivre voilà, dans un monde beaucoup plus chaotique, avec des repères beaucoup plus difficiles aujourd'hui, quoi. Ouais. Et on y revient, tu as tout à fait raison. Moi, je ferai je mettrai un zoom sur les Indiens d'Amérique. Ils ont été décimés, etc. Ils ont perdu leur culture, ils ont été parqués, alcoolisés, tout ce qu'on veut. Et là, il y a un regain, c'est-à-dire que plein de communautés, enfin d'Indiens qui se sont américanisés, euh, blanchisés, trumpisés, tout ce qu'on veut, voilà, ben, leur culture est complètement périclitée, c'est complètement délité dans la société américaine. Ce sont des vrais Américains maintenant. Et ben, malgré tout, comme il leur reste un petit peu, une petite lumière dans la tête de leur culture, de leur spiritualité ancestrale, et ben, tout compte fait, ils se reconnaissent les uns les autres grâce à ce petit résidu de spiritualité commune qu'ils ont. Et ils se regroupent une fois, deux fois, trois fois par an pour refaire des grands messes, etc., pour retrouver la culture qu'ils ont perdue et retisser des liens avec ce qui les lie tous, quoi, tout compte fait. Et ils recommencent, c'est la roue tourne, quoi. Ils recommencent à se retrouver pour retrouver leur identité, tout compte fait. Et la spiritualité, la croyance, est un lien indéfectible qui passe les générations et fatalement, à un moment donné, revient. Et en France, dans le monde occidental, on a ça aussi. Euh, à une moindre échelle, quoique, il y en a. Enfin, c'est pas pour rien qu'on a des stages tambour, etc., spiritualité, retour. Tu vois, moi, je fais un stage préhistoire. Et tout compte fait, on retisse un lien vraiment avec nos ancêtres, quoi, vers Lascaux, etc. Euh, voilà, revivre ressentir ce que les hommes de la préhistoire pouvaient ressentir chez Mais nous. Voilà. quand on fait des stages qui permettent de ressentir ce que nos ancêtres ressentaient, que ce soit des stages à l'étranger, en Amazonie, en France, sur des thèmes de préhistoire ou autres, comment on fait à la fin du stage pour continuer à préserver et cultiver cet état d'esprit qu'on a retrouvé alors qu'on retourne dans un quotidien effréné, etc. Comment on fait? Bah, comment on fait? On fait ce qu'on peut. Heureusement, il y a Internet, il y a la modernité, il y a une bibliothèque énorme qui existe maintenant à la disponibilité de tout le monde. Donc voilà, et puis il y a les réseaux sociaux. Moi, les gens qui font des stages avec nous, tiens, Fred est là avec nous, etc. Il a fait pas mal d'aventures avec nous. Bon, ben, il y a des groupes WhatsApp qui existent. Et donc, voilà, ils savent ce que les uns ont vécu. Enfin, il y a petites communautés qui se créent et eux savent ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont ressenti, etc. Et puis, bah, on cultive ça entre nous, quoi, en définitive. Voilà, ceux qui font les stages en Amazonie avec les Waorani savent de quoi je parle. Ils savent que on transpire beaucoup, mais il y a des moments magiques quand on arrive à la cascade sacrée, quand les Waorani dansent pour nous et qu'on danse avec eux, etc. Bon, bah, entre nous, on sait ce qu'on vit. On sait les moments forts qu'on a ressentis. Puis après, bah, voilà, si on l'a ressenti, on peut le faire ressentir aux autres aussi, et puis le cultiver. Et, voilà, et en réalité, la spiritualité
la nature, les stages de survie, tout ce qu'on veut. L'important à la fin, c'est d'être heureux, de se sentir bien. Et donc, si on est bien, ben, on va partager ce bonheur avec d'autres, quoi. Et est-ce que Ça, par c'est- hasard, dans les pays riches, c'est pas parce qu'on est Ouais, trop c'est dans plus le dur. confort qu'on n'est plus assez spirituel? Est-ce qu'on perd notre spiritualité quand on est trop dans le confort? Ah bah, pour moi, oui. Voilà, William va être aussi d'accord avec moi, je suis sûr. Mais bien sûr qu'on on se raccroche à autre chose, mais qui n'est pas forcément dans le vrai, quoi. Hein, William? Je te passe la main, tu vois. J'ai bah, peur de trop mal parler. à cheminer sur des questions spirituelles, on finit un moment par adopter une forme de sobriété, quoi. Donc on est beaucoup moins dans les questions, enfin, on essaye en tout cas d'être beaucoup moins dans les questions spirituelles, pas les questions de consommation plutôt. Mm. Et donc voilà, je pense que ça aide. Il y a une chose qui m'avait frappé moi dans les stages de survie avec toi, c'est que d'abord je trouve il y a un esprit de groupe qui se forme durant le voyage et à l'issue du voyage qui est assez impressionnant. C'est beaucoup plus fort que dans les voyages classiques. Et ça, c'est Ouais. intéressant parce que du coup, je pense que ça recrée une forme de tribu, justement, Ouais, ouais, ouais. issue de ces voyages-là. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Et puis la deuxième chose, c'est que comme du coup, il n'y a rien d'artificiel avec la Guarani, il y a une spontanéité, une simplicité qui fait que bah, on ne peut pas toujours tout prévoir, justement, parce que si on veut cette authenticité, bah, il faut pas que ça soit entièrement packagé. Et Mm. ça fonctionne vraiment bien, quoi. Enfin, notamment sur le stage Guarani ou celui qu'on avait fait avec les Quichua. Mm. Mais en tout cas, là, c'est vraiment, c'est ça qui est chouette. Et je pense que les gens, du coup, reviennent pas juste avec des souvenirs superficiels de, tiens, j'ai fait l'Équateur ou voilà, je connais les Guarani. Il y a eu vraiment un échange fort, on va quand même dans une partie du territoire Guarani qui n'est pas du tout touristique, qui est vraiment, en fait, pour le coup, assez enfin, isolée, ce qui fait que les familles qu'on côtoie ne sont pas perturbées par un afflux de touristes. Et ça donne une relation qui est vraiment très différente Mm. et qui marque les gens. Ouais, ouais. Et puis, bah, comme c'est pas, on va dire, pollué par le touriste classique, même si j'ai du respect pour le touriste classique, déjà, il va voir quelque chose d'autre que sa propre culture, etc. Mais généralement, les gens voyagent pour retrouver une part d'eux-mêmes dans le voyage, des fois. Ou juste se prendre un selfie devant une carte postale, comme tous les autres, quoi. Mais là, bah, justement, on fait l'inverse. Donc, fatalement, on touche au vrai, quoi. On touche à l'essentiel. On peut pas tricher, quoi. Avec les Guarani, on peut pas s'inventer quelque chose, quoi. Quand il faut marcher, il faut marcher. Il faut, moi, je me rappelle très bien quand ils ont vu deux abeilles passer là dans la forêt, et qu'ils se sont dit, toi, on va les suivre. Et puis, ah ben, le miel est dans ce tronc d'arbre-là. On s'est dit, bon, ok, trois coups de machette, ça va aller. Ça a duré 2 heures, l'histoire, à macheter un arbre pour avoir un tout petit fond de gobelet de miel qui était succulent, hein. Mais voilà, tout devient vrai, quoi. On ne peut pas zapper. Si les Guarani ont décidé de faire ça parce que ça rapporte ça, ou ça va peut-être payer, on va pouvoir pêcher comme ça. Bon, ben on y va. Et puis, ben, des fois, c'est bien, c'est rentable. Puis d'autres fois, ben non. Mais c'est pas grave. Voilà, on s'est laissé transporter par une intuition, un savoir-faire, une idée, une envie. Et on n'est pas maître du jeu. C'est eux les gardiens du savoir et de la spiritualité. Ouais. Ouais, Nadia, la dernière fois, ma femme, elle l'a fait, le stage Ouarani avec Fred, qui est là, qui nous écoute. Et ben voilà, il y a eu un grand coup de vent. Alors les vagues de vent en forêt amazonienne, on les entend de très loin. Parce que les arbres se plient et font du bruit de très loin. Donc on sent, on entend la vague arriver. Et donc 3 ou 4 minutes avant, ils entendaient que ça allait arriver. Il y avait un coup de vent qui arrivait. Les arbres se pliaient, tombaient, craquaient, etc. Et donc, les Ouarani ont expliqué que bah, c'était normal parce que, après coup, quand ils sont rentrés au village, on leur a dit que l'ancien était mort, le plus vieux des Ouarani était mort. Et donc, c'était son âme ou la nature qui manifestait le fait que l'ancêtre était décédé. Et donc, ça se manifestait comme ça pour eux. Donc, pour eux, ils savaient qu'il y avait eu un décès dans la communauté. Bon, nous, c'était juste un coup de vent avec des arbres qui tombent, quoi. Voilà. Et Mais eux, du ils coup, l'expliquent.
C'est quoi la différence du coup entre la spiritualité, la poésie, l'imagination et Hmm. la déduction logique? Parce que quelque part, c'est un peu à la croisée de tout ça. Mais, enfin, William, tu répondras mieux que moi, mais je suis persuadé que spiritualité et déduction logique, eh ben, ça coule de source. Pour eux, ils ont trouvé une explication et c'est logique. Voilà. Et puis, c'est comme ça, c'est vrai. C'est pas une croyance, non, c'est une manifestation de la nature de quelque chose que nous, occidentaux, on a complètement occulté, banni, etc., parce qu'on n'arrive pas à l'expliquer avec notre science. On n'arrive pas dans notre monde Je te vois cartésien, on n'y arrive grimacer pas. quand tu parles de science. Je te vois Ah ouais, grimacer. donc si on n'y arrive pas, ça n'existe pas, c'est du flan. Non, il y a plein de trucs, pour eux, ils l'expliquent, c'est comme ça, et la nature l'exprime. La nature est quelque chose ouais, d'intelligent, quoi. Enfin, voilà, je sais pas, il y a plusieurs sortes d'intelligence, mais William, vas-y, si tu as Ah, quelque chose de plus construit à non, non, dire. non, j'étais en train de penser qu'en fait, c'est un peu comme une manière poétique, en fait, d'exprimer une relation, une logique dans la forêt nous, on ne perçoit pas, en fait. Parce que comme on n'a pas travaillé cette vision holistique, cette capacité de voir les choses dans la globalité, hein, dans notre culture, on a quand même décortiqué tout, foutu dans des cases, etc., qui est utile aussi, hein. Ouais, ouais, ouais. En fait, cette vision globale, ils l'ont beaucoup plus facilement et en fait, voilà, ils peuvent à travers peut-être les mythes ou les différentes légendes, en fait, l'exprimer d'une certaine manière. Et ça me fait penser à un autre truc aux Kogis, justement, Ouais. en Colombie, lorsqu'ils ont été invités un jour à venir dans la Drôme pour faire une analyse, une lecture des paysages, alors qu'ils n'étaient jamais sortis pas de Colombie, mais ni même de leur propre région. Donc en fait, arriver voilà, dans un pays complètement inconnu et être en capacité, alors en présence de scientifiques bien de chez nous, géologues, etc., ils ont commencé à lire le paysage et à exprimer les raisons pour lesquelles le paysage, enfin la nature en fait souffrait. Pourquoi la source là-bas était contaminée? Parce qu'elle avait été, on l'avait enfermée en fait, hein, pour la protéger, pour pas la contaminer. En fait, on l'avait enfermée dans des murs et en fait les animaux ne pouvaient plus y boire. Et donc, ne buvant plus là, en fait, ils ne venaient pas déposer à travers leurs crottes en fait les graines pour semer les arbres. Et donc, du coup, le lieu s'appauvrissait en végétation, enfin, etc. Donc, toute cette logique-là, bah, on a l'impression qu'il faut avoir fait 15 ans d'études pour la comprendre. Eux, ils l'ont spontanément parce qu'ils vivent au contact de la nature et qu'ils l'écoutent. Parce que c'est ça, c'est là, je pense, où nous, on a perdu un petit peu, c'est qu'on n'écoute plus la nature, en fait, dont on fait partie. Et c'est ça qui est intéressant au contact des Guaranis, c'est qu'on retrouve un peu de cette logique-là, quoi. C'est sûr que, bon, bah voilà, en un stage, on va peut-être pas tout découvrir de cette pensée-là, mais en tout cas, ouais, on se remet un petit peu en question, en tout cas, avec eux, hein. Mais en un seul Mais stage chez les Waorani, on a le temps de retenir quoi, du coup, sur la que durée tu du en as stage? chié, on a chié grave. Ah bon? Non, non, mais tu ressors avec je pense, j'espère, je souhaite, tu ressors avec un cœur gros comme ça, quoi, en définitive. Beaucoup d'humilité, aussi beaucoup d'humidité, L'humidité. mais tu ressors plein d'amour. C'est énorme C'est déjà. con à dire ça, mais je pense que les gens sont, ouais, ouais, ils ont fait le plein, quoi. Ils ont fait le plein, et puis j'espère que ça leur a ouvert les écoutilles là sur un monde qu'ils ne connaissaient pas et qui pourtant qui est leur, quoi. On vient tous de la nature et fatalement si on cherche pas à se réancrer au moins une fois dans sa vie, tu vois, je suis pas une fois dans sa vie se réancrer, se reconnecter à l'essentiel, ben c'est sûr qu'on rate quelque chose et pour moi on n'est pas un être humain, quoi. Donc voilà, s'ils ont retenu que ça, et puis quelques petites techniques pour faire du feu avec deux morceaux de bois aussi, c'est Ça jubilatoire. peut être utile. Ouais, Si on ouais, y arrive, parce que ouais. c'est pas évident. Ouais, ouais. J'en ai même un Nelson, un client, très bon client, qui va revenir encore cette année, William. Ah bon? Lui, il a même trouvé ben, quelque chose enfin, tous les ans, enfin, ça y est, il est drogué, quoi. Donc la spiritualité, je sais pas s'il l'a eu, mais il a eu une drogue, la drogue de l'Amazonie. Ouais. Il peut plus s'en passer. Voilà. Moi, je Sans vais dans avoir un... besoin de prendre de plantes, la drogue. Ah non, ouais, ouais. C'est devenu une drogue spirituelle et Ouais, non Ouais, chimique.
On va surtout le marier une Waorani dans ce cas-là. Ouais. Donc voilà, mais non, c'est vraiment quelque chose qui est viscéral, quoi. Voilà. On peut pas s'en passer, c'est impossible. Et on croit tous en quelque chose. Même un laïc, même un athée croit qu'il est athée. Enfin, croit aux forces des éléments, etc. Il croit en quelque chose. Autrement, on n'est pas normal. Mais Pour moi. qu'on soit athée ou croyant, si on a envie de faire une expérience avec les Waorani ou d'autres peuples ou Oui. d'autres voyages proposés par Arrakis, est-ce qu'on doit se préparer à ces voyages? Est-ce qu'on a une préparation quelconque à avoir? Pour William, En fait, parce que là, tu as parlé d'Araki, donc d'un peu tous les différents types de voyages, mais si on reste sur la question de la survie, je pense que c'est surtout une mise en condition, en fait, hein, un minimum. ouais, ouais, Euh, ouais, ouais. C'est un voilà, état d'esprit. un état d'esprit, voilà. C'est un état Ouais. d'esprit parce que quand même, on va être dans une zone d'inconfort total, ça c'est sûr. C'est là c'est là qu'on apprend d'ailleurs. Mm. Mais en tout cas, ça peut être, voilà, c'est quand même, il faut un peu de préparation, quoi. C'est Ouais. Puis, l'Amazonie, c'est quand même un endroit, enfin, je veux dire, un lieu qu'on considère assez hostile et dans l'imaginaire, en fait, c'est un lieu enfin, qui semble difficile. mm. Et, enfin, donc voilà, un petit peu de préparation pour pas être pris totalement dépourvu. Alors, c'est un lieu qui semble difficile parce qu'on ne le connaît pas. Mais en Ouais. réalité, quand on voit les Warani, on se rend compte que c'est pas des surhommes non plus. Et eux arrivent à très bien s'en sortir parce qu'ils ont le passé, l'histoire, la croyance, les techniques pour s'en sortir dans ce milieu-là. Si on plonge un Warani en plein Paris, je pense qu'il sera aussi démuni que nous dans sa forêt. Donc ça, c'est un fait. Et puis après, le deuxième fait, c'est que une situation de survie, un stage de survie, c'est reproduire une situation de survie fictive. Voilà. Une situation de survie, ça se prépare pas. C'est un accident, c'est accidentel. Donc si il fallait qu'on soit commando marine ou pompier de Paris ou super sportif de haut niveau pour tomber en situation de survie, enfin il n'y a pas que eux qui ont le droit de tomber en situation de survie. Ça peut arriver à tout le monde. Donc on Est-ce qu'il y arrive a des comme on est. contre-indications à ces voyages ou pas? Non, 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 non. Bon, allez, faut marcher un petit peu, faut faire un footing de temps en temps pour être en bonne forme. Moi, j'ai eu des non-voyants, un non-voyant en stage de survie. J'ai eu quelqu'un greffé du rein. Ça faisait 6 mois qu'on lui avait greffé un rein. J'ai eu des diabétiques. J'ai eu plein de gens qui avaient des lourdes pathologies. Mais quand on le sait, quand ils prennent leur traitement, justement, ça donne de la matière au stage de survie. S'ils ont un certificat médical comme quoi le médecin autorise, il n'y a pas de souci. C'est à la portée de tout le monde. Et si en plus ils ont une spiritualité, super, Ah, ça va le faire. Wilfried qui dit, il y a même une femme enceinte de 5 ou 6 mois, ça passe. Ouais, 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 ouais. Alors voilà, être enceinte, c'est pas une maladie. Ma femme montait la dune du Pilat à 8 mois et demi, hein, mais bon, c'est ma femme. Mais voilà, donc non, non, c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut goûter à cette aventure-là, à cette connexion-là. Et j'invite tout le monde à venir, bien sûr. Est-ce que c'est quand même des voyages qui ressourcent psychiquement ou est-ce que c'est des voyages où on va rentrer et où on va falloir reposer encore une semaine de vacances une fois chez soi pour se reposer? Ben, ça dépend. Le stage chez Ouarani, c'est quand même assez. Ça secoue bien. Hein. D'accord. Enfin voilà, ça fatigue, C'est mais une c'est de la bonne. aventure plus qu'un voyage pour se Ouais, reposer de. ouais, ouais, c'est une aventure, c'est C'est une une aventure. immersion. Il faut 2 jours et demi pour atteindre les Ouarani. Mais déjà, ces 2 jours et demi-là, c'est vraiment un voyage aussi. On voit plein de choses. On passe à 4 000 mètres d'altitude, on voit des volcans, pour atteindre l'Amazonie, la forêt. C'est un petit périple, mais ça fait partie du voyage aussi. Comme disait William, il y a toujours de l'imprévu. Dès qu'on met le pied dans la pirogue de Dementé, là, on ne sait pas combien de temps ça va durer, la descente. Soit c'est 3 heures, je l'ai déjà fait en 3 heures, moi. Soit c'est. Combien t'as mis, Nadia, l'année dernière? 8 heures. Voilà, 8 heures pour descendre. Parce que panne de moteur, il n'y a pas assez d'eau, l'hélice qui se barre. Voilà, mais c'est ça l'aventure. Et il faut y croire. Voilà, il faut croire en notre destin. Et puis ça fait des souvenirs, quoi. On crée des souvenirs, tout compte fait. On est créateur de souvenirs. Faut Il y a vraiment oser sortir de sa zone de confort dans ce type de voyage, du coup.
Ouais, ouais, et puis les moments de galère, William, tu me diras pas le contraire, des moments de galère sur le moment, ben, ça vient des souvenirs et on en est fier. Et qu'est-ce qu'on va raconter aux gens, à sa famille, etc., à ses amis? Ça sera ces moments de galère-là. Mhm. C'est Donc très c'est souvent le cas génial. quand tu rapportes tes voyages auprès des amis ou de la famille. Assez souvent, tu commences par les moments galères, quoi. Ouais. Mais dans les meilleurs souvenirs, quoi. Évidemment, si ça ne tourne pas au désastre, ce qui n'est pas le Ben, cas si là, tu les racontes, c'est que tu es vivant déjà. déjà, ouais. Mais ça ne tourne pas parce qu'on ne fait pas n'importe quoi quand même. Voilà, il y a les. Les conditions de sécurité. Ouais, ouais, faut pas exagérer. Ouais, on On fait gaffe. cumule. Mais là, du coup, William, dans les voyages que propose Arrakis, tu invites volontairement, donc Denis, et dans d'autres voyages, des instructeurs qui sont experts et qui sont ajoutés aux référents locaux, aux peuples qui ont déjà des connaissances. Donc, cette sécurité, cette possibilité aussi de traduire la langue, etc., c'est un cadre qui permet aussi de faciliter le voyage finalement. Bah, complètement, en fait, si tu veux, tu es obligé de combiner les deux. À la fois l'expertise de Denis qui a voyagé un peu partout et qui connaît énormément de techniques autour de ça, mais il ne peut pas connaître la totalité, par exemple, des plantes ou de la situation géographique. C'est normal, quoi. Et Mhm. ça, c'est là qu'est le rôle, en fait, des communautés qui nous accompagnent. Et en même temps, il y a un échange. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est pas on emploie les Ouarani, c'est qu'il y a un véritable échange parce que eux apprennent beaucoup de choses autant du groupe et de Denis en particulier, qu'à l'inverse. Donc il y a des apprentissages sur certaines techniques. Tiens, nous on fait comme ça. Moi je me souviens de Denis qui me disait, bon, on ne trouve pas souvent des gens qui savent vraiment encore faire le feu avec le bois, quoi. Et là, chez les Warani, on tombe chez des gens qui si savaient, se souvenaient encore de comment le faire. Évidemment, ils le font plus aussi souvent, mais en tout cas, ils s'en souvenaient. Donc il y a vraiment il y a des moments comme ça magiques d'échange. Et ça, c'est vraiment chouette. Pour le choix des bois, enfin, je me souviens de ça, enfin, choisir quelle matière tu vas utiliser pour que le feu prenne plus vite, etc. Bon, bah ça, eux savent. Donc, ça donne une sécurité parce qu'évidemment, en cas de souci, s'il fallait avoir une évacuation, par exemple, eux connaissent le moyen d'évacuer très vite. Et derrière, les précautions que nous on prend, c'est d'avoir les contacts avec les autorités avant ça. Donc, on sait qu'il faudra appeler voilà, dans ce cas de figure, quoi. Ce qui n'est Et, encore jamais arrivé. et l'anecdote du feu chez les Warani, c'est que la dernière fois que j'y étais, donc voilà, ils ont voulu faire avec leur méthode, mais il faisait vraiment humide. Et moi, je leur ai dit, mais attendez, on va faire, pas avec ma méthode, mais on va cumuler ce que moi je fais en France avec la petite fente, etc. Et la vôtre, où ils percent directement en plein milieu, enfin c'est technique, etc. Donc on a cumulé, on a fait une fente et puis on a fait leur technique comme ça, avec le petit coton en dessous, etc. Et le cumul des deux techniques a super bien marché. Et donc quand ils ont vu comment moi je faisais avec la fente, ils se sont dit waouh. Et on a essayé, etc. Et tout compte fait, ben, ça a été hyper efficace. Donc tout le monde apprend de tout le monde et c'est ça qui est génial. Eux sont aussi ébahis par notre technique que nous on l'est par la leur. Et puis ben voilà, c'est un échange. Et moi quand il y a un échange comme ça, c'est gagné quoi. Et puis pour simplifier, voilà, quand je vais dans le désert, bah, c'est plutôt les Touaregs qui sont spécialistes du milieu, c'est pas moi. Quand je vais dans le bush tanzanien voir les Hadzabe, c'est les Hadzabe qui maîtrisent vraiment leur environnement et qui sachent chasser à l'arc, alors que certains diront que je suis très bon au tir à l'arc traditionnel, hein, que je fabrique moi-même. Mais par rapport aux Hadzabe, je suis une brêle. Et puis quand on va en Amazonie avec les Waorani, je connais rien de l'Amazonie quoi, hein, par rapport à eux, quoi. Si je connais un centième, je serais très content de dire que je connais un centième de leur savoir survivre en Amazonie. C'est eux les spécialistes, c'est pas Bah, moi. en fait, il y a tellement de différences culturelles entre les différents peuples. Par exemple, sur Ah ouais. Arrakis, sur les stages de survie, il y en a chez les Mentawai, chez les Quichua et chez les Waorani. C'est quoi la différence entre ces trois peuples exactement? Alors, bah, il y a une différence déjà culturelle importante hein, entre les Mentawai et puis les Warani. Il y a déjà beaucoup moins entre les Quichua et les Warani, puisqu'en fait, les Quichua sont une population qui anciennement venait des Andes, qui est descendue en Amazonie, qui a adopté en fait les cultures amazoniennes. Les Mentawai, c'est encore différent, bien que leur environnement végétal est assez similaire en fait. Euh,
Après, les techniques sont un peu différentes. Enfin, sans rentrer dans les détails, la nourriture qu'ils cherchent en forêt n'est pas exactement la même. C'est pour les mêmes espèces, c'est pas les mêmes variétés de palmiers, etc. Donc, ils ont forcément des approches un petit peu différentes. Mais globalement, on reste dans les mêmes principes puisque le séjour est assez court, en fait, en quelque sorte. Donc, on va pas non plus rentrer énormément dans les détails des différences culturelles, mais voilà, c'est assez similaire. Ça peut être un environnement différent. En l'occurrence, entre Mentawai et Waroni, ce n'est pas le cas. Mais dans leurs croyances, dans leur culture spirituelle, les soins, la relation avec les esprits de la forêt, etc., c'est similaire aussi ou il y a quand même des différences notables? On retrouve beaucoup de choses très communes, en fait. Toujours pareil, la relation par rapport à la terre-mère, euh, les, euh, les soins apportés, le respect de certaines règles de la forêt pour ne pas justement être puni. Alors, je donne un exemple d'ailleurs. Moi, j'avais vécu il y a quelques temps en partant en forêt pour faire un Hmm. documentaire. Tu as été puni par la forêt, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, on avait dormi sur un lieu qui était apparemment occupé par des jaguars. Oh, On avait wow. installé une bivouac dessus, en fait, sans demander la permission. Et puis, la nuit a été très difficile puisqu'on a eu un orage qui nous a mis juste à la verticale. Ce qui est quand même assez rare, en fait, en forêt amazonienne. Mais là, on s'est payé l'orage, donc avec des éclairs qui nous tombaient autour en abattant les arbres, quoi. Et avec une pluie infernale. Et là, on était tous blottis en fait dans nos hamacs sans pouvoir faire quoi que ce soit, quoi. Il n'y a pas moyen d'échapper, etc. Donc on laisse le moment passer, mais c'est assez impressionnant, quoi. C'est assez impressionnant. Et donc on a appris le lendemain qu'on avait fait probablement une faute en s'installant là, en ne respectant pas les lois de la nature. Alors après, on pourrait penser à une coïncidence, mais voilà. C'est là où il y a cette question, cette relation spirituelle avec la forêt, et de comprendre qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc, ça veut dire que eux, ils ont la connaissance de savoir à quel moment il faut demander autorisation, ils sentent les endroits où vaut mieux pas rester, alors que nous, on le perçoit pas. C'est ça que tu veux dire? Ça, ils peuvent se tromper aussi, hein. Ils peuvent Mm. être aussi punis en ayant enfreint une loi de la nature. Mais c'est Ah, forcément beaucoup plus courant avec nous, quoi. Ouais. Donc, d'accord. chacune de ces cultures-là a un type de relation assez similaire par rapport à ça, avec potentiellement d'autres divinités, d'autres noms, mais on retrouve des choses assez similaires. Mhm. Ben là, on arrive à la dernière question et après, restez avec nous parce qu'on va ouvrir la parole à toutes les personnes ici présentes si elles souhaitent intervenir et témoigner de leur expérience ou poser des questions. Donc la dernière question, c'est pour les personnes qui n'osent pas se lancer dans ces voyages ou qui ne peuvent pas le faire, est-ce que vous avez des ouvrages de référence à conseiller, des livres transformatifs, des livres voilà, qui vous ont bouleversé sur ce type de sujet que vous pouvez conseiller? Ou des films? Alors, à part ce Denis, je vois pas, moi, hein. Les livres de Denis? Et à part ceux de William, je vois pas celui de William qui est très bien. Non, mais oui, oui, sans trop faire de pub. Si, bah moi, ça a bercé mon enfance, mais faut lire Jack London, quoi. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ou alors Wild, le film Wild, Oui, je l'ai vu. l'américaine qui Je part l'ai vu. avec un sac de 70 kilos sur le dos et qui apprend progressivement au gré des kilomètres, qui fait toutes les erreurs qu'il faut pas faire en randonnée, mais qui, tout compte fait, fait un gros travail sur elle-même en réalité. Et donc, c'est empreint de spiritualité et puis de matérialisme, tout compte fait. Et puis, plus ça va, plus elle se, elle se met à nu, tout compte fait. Elle s'allège et plus ça va, plus elle touche au bonheur. Bon, c'est beau. Et puis aussi Into the Wild, ça tout le monde connaît. Oui. Into the Wild, le film ou le livre, pour justement ne pas faire tout ce qu'il y a dans ce film ou dans ce livre-là. En réalité, c'est un jeune ado qui a fait sa crise et sa crise d'adolescence et qui a rejeté tout ce que représentait la société de consommation, mais en réalité, la nature l'a tué en 2 ans. Parce qu'il n'y connaissait Il s'est rien. empoisonné. Ouais. Ouais, ouais, ouais. En réalité, alors dans le livre, il s'est empoisonné. Dans le film aussi, je crois. Aussi, ouais, il a mangé des Mm. champignons qu'il fallait pas. Ouais, alors dans le livre, c'est une plante qui était comestible à une certaine période de l'année, pas à une autre. Ah ouais, encore plus Et en vicieux. réalité, apparemment, parce qu'il y a des gens qui étudient son cas, il serait mort d'épuisement, tout bêtement.
Ah, ça, c'est ouais, c'est autre Mais chose. enfin bon, je pourrais en discuter pendant trois quarts Ouais. d'heure. En réalité, voilà, pour moi, c'est l'antithèse du héros qui vit dans la nature parce qu'il a fait tout ce qu'il fallait pas faire. Et il Hmm. en est mort. Ah Il bah, l'a c'est trop on idolâtré, cumule. trop idéalisé. Et ce qui fait qu'il n'a pas compris que la nature était hyper généreuse, mais hyper violente aussi. Mm. D'où l'importance de se faire accompagner quand on ne connaît pas et de faire des voyages encadrés et sécurisés. Je sais que William, tu voulais aussi parler du livre Devenir animal du philosophe américain David Abram. Ah oui, ça c'est bon, c'est un bouquin qui m'a vachement marqué, dans le sens où, bon, c'est un philosophe, hein, c'est une approche depuis nos cultures. Mais dans ce livre, qui est assez difficile à décrire, en fait, parce qu'il est très poétique, en fait, il parle de la nature d'une manière très, très lente, très longue, etc., très détaillée. Et puis, il en vient à ses propres expériences de reconnexion à la nature. Donc, j'ai trouvé ça super. Il n'est pas facile à lire, hein, ce bouquin, il faut vraiment être motivé. Et puis, mais je pensais à un truc je suis en train de lire en ce moment et qui est pas exactement dans le même registre, mais qui est presque à l'opposé. C'est un truc qui s'appelle l'hypnocratie. Et c'est assez surprenant, en fait. Alors, je vais pas tout spoiler non plus, mais alors, c'est un bouquin qui traite justement, et là, on est loin de la spiritualité, c'est pour faire un contraste, de la façon dont on est devenu complètement hypnotisé par les réseaux sociaux, par l'intelligence artificielle, hein. Tout le monde en parle comme si c'était le Saint Graal, sans forcément en voir tous les dangers. Mais voilà, donc ils décrivent un petit peu tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est d'apprendre, et j'arrêterai là sur ce sujet-là, c'est d'apprendre que le bouquin est écrit justement par un philosophe interrogeant des intelligences artificielles. Et c'est incroyable, c'est comme une mise en abîme, quoi. En fait, voilà, tu lis le truc, puis après, oh, waouh, mais en fait, c'est une intelligence artificielle qui a pondu une grande Donc, tu partie. as spoilé. Tu as Ouais, spoilé. ouais, mais il y a plus que ça, c'est pour ça que je me suis permis de le faire. William, il a mis de raconter la fin des films et des livres Ouais, et des c'est ça, ouais, reportages d'accord. Netflix. Mais je raconte pas la fin des voyages, en fait, c'est bien, non? Il y a encore une surprise. Oui. Bah, écoutez, on arrive à la fin de nos principales questions. Est-ce que les personnes qui sont ici présentes ce soir ont des questions? Vous pouvez allumer vos micros, vos caméras, hein. Est-ce que vous souhaitez intervenir sur vos expériences, rebondir sur ce qui a été dit? Oui, moi je veux bien. Vas-y. Alors, je vais mettre la vidéo, si c'est possible. Désactiver. Bon, je peux pas mettre la vidéo, c'est pas grave, on ne voit pas. Ah bon? Alors, Ah, attends, je vais essayer de régler ça, mais ouais. tu peux commencer à t'exprimer. Moi, sinon, c'est avec le micro. Alors, moi, plus que des questions, c'est surtout des témoignages. Je vais essayer de faire vite pour pas monopoliser la parole. Donc, moi, je suis tombé amoureux des stages Tribodo. Il n'y a pas d'autre mot, Ah, amoureux, parce que c'est vraiment, t'es on tombé Ah, reçoit, ben non, bah on oui, t'es reçoit avec ta femme. énormément d'amour pendant les stages. Euh, donc, euh, j'ai des exemples simples. C'est quand je rentre chez moi, je regarde mon frigo et je me dis que j'ai jamais remercié mon frigo de m'offrir de la nourriture. Bon, c'est moi qui l'ai rempli. Et en fait, quand je suis en stage, notamment avec les Waorani dernièrement, quand on pêche un poisson et on sait qu'on va pouvoir l'offrir à tout le monde, le partager, se nourrir avec, on a presque envie de se mettre à genoux et de remercier la nature pour ce qu'elle nous donne. Tout comme quand on trouve des fruits, qu'on trouve des plantes comestibles. C'est la grosse différence qu'il y a entre la vie de tous les jours, on est enfermé dans un quotidien, une routine, et on se rend plus compte en fait, de la facilité de se nourrir, de boire, etc. Et quand on part en jungle, qu'on trouve quelque chose de comestible, vraiment, on a envie de se mettre à genoux et de remercier de ce cadeau, quoi. On a envie de remercier la jungle, la forêt de nous l'avoir offert parce que c'est vraiment perçu comme un cadeau. Alors, je parle de nourriture, mais je vais parler aussi de la dernière fois quand on était en Amazonie, on avait prévu de faire le feu le soir, mais pour faire le feu, quand il y a un taux d'humidité énorme et que tout est trempé, on se dit on est vraiment en galère. Et là, on va chercher du bois sec et on va galérer, galérer, et puis on va tomber sur un arbre qui a une forme bizarre, qui est tout biscornu, et qui a un tronc qui forme comme un abri. Et sous cet abri, on va trouver un petit peu de brindilles sèches. C'est rien de la brindille sèche. Je sors de chez moi, j'en trouve plein. Mais quand on est dans la jungle, dans ce milieu humide-là,
eh ben, vraiment, on perçoit ça comme un cadeau, en fait, comme vraiment une offrande. Et on reçoit des choses vraiment, enfin, on ressent énormément de choses euh, de la jungle. Tout à l'heure, Denis essayait d'expliquer en disant j'ai pas les mots. Moi, c'est exactement pareil. J'arrive pas à trouver les mots. C'est une expérience qui est énorme. D'ailleurs, mon épouse qui est à côté, elle dit quand tu rentres des stages, je suis dans une bulle qui est super difficile à percer. J'ai du mal à ressortir vraiment, à retourner dans cette routine. Bon, elle finit par nous regagner, mais pendant des semaines, voire même des mois, on est dans un état d'esprit pas second, mais on se rend compte plus de la chance qu'on a, on prend du recul sur tous les cadeaux qu'on nous donne et des cadeaux que la nature peut nous faire et que nous, en fait, on dit même plus merci à ça. C'est tellement facile dans la vie qu'on a qu'on dit plus du tout merci. Et, euh, et j'ai eu la chance lors du dernier stage que j'ai fait avec les Waorani. Donc il y avait Juan, notre guide, et j'ai passé un moment avec Juan et Tare, donc qui est le bras droit de Temente, le chef. Et j'ai demandé à Juan de poser des questions à Tare et je lui dis, mais comment vous faites pour retenir tout ça, toutes ces plantes, comment vous faites? Parce qu'il y a une encyclopédie, moi je suis scientifique de base, donc je vais sur Internet, encyclopédie, j'ai tous mes recueils scientifiques, et j'ai dit, mais c'est pas possible de retenir tout ça. Et là, il a fait, enfin, Juan m'a traduit ce qu'il me disait, et c'était simple. Il m'a dit juste, avec la modernité qu'on a, on a oublié comment écouter. Alors, j'ai essayé de comprendre un petit peu, et puis Juan m'a expliqué qu'en fait, ils n'ont pas forcément besoin de tout retenir, mais ils arrivent à comprendre ce que l'arbre peut leur apporter, la feuille peut leur apporter, la racine peut leur apporter, parce que ils ressentent vraiment par rapport à la texture, à l'odeur, à des choses réellement, on les voit ressentir. Des fois, ils prennent les racines et tout ça, ils les frottent, ils les sentent, et ils arrivent à trouver à quoi elle peut servir cette plante-là. Ça peut être médical, ça peut être pour la chasse, ça peut être pour manger, et c'est énorme. Et en fait, c'est ça, c'est que en fait, on n'est pas forcément obligé d'apprendre tout par cœur. Et là, il disait, il suffit d'écouter. Et je pense qu'on en parlait de la modernité qui nous cache un peu, qui nous gâche même la spiritualité. Et je pense que c'est exactement ça, c'est qu'avec la modernité, on est dans un monde un peu trop facile et on n'apprend plus à écouter et vraiment à regarder et à vraiment utiliser ce que les cadeaux que la nature nous fait, quoi. Voilà. Et c'est vrai que ces stages-là, moi j'ai commencé à faire des stages avec d'autres organismes qu'avec la Tribodo et qui étaient vraiment basés sur la survie. Donc j'ai pas mal appris de techniques, mais ces techniques-là, ben, quand je me suis inscrit avec Denis, j'avais vraiment envie de les mettre en place et j'y allais pour ça. J'y allais pour dire, bon, je sais faire des pièges, je sais faire ça, je sais faire ça. Et en fait, au bout d'une journée, euh, je- presque je m'en fichais. J'étais plus à l'écoute de ce qui se passait autour, de de l'état d'esprit avec l'équipe et tout ça. On est vite dans une bulle en fait où on doit s'entraider, on doit écouter, on doit observer et vraiment, bon, on acquiert vraiment des outils, des choses vraiment importantes avec les techniques de survie. Mais j'ai envie de dire, comme disait Denis, on peut savoir faire du feu par friction, par peu importe. Et si la nature nous donne pas du bois sec, nous donne pas la bonne nature de bois, la bonne essence de bois, on n'y arrivera pas. Donc il faut vraiment associer les deux. Et voilà, c'était mes témoignages. Voilà, et ça me tenait à cœur. Et vraiment, comme je dis, c'est cet état d'esprit. Moi, dans la vie de tous les jours, je gère mon entreprise, donc je suis à fond dans la société de consommation, dans la gestion du chiffre et tout ça. Mais quand je reviens des stages, c'est vraiment très dur parce que il faut sortir de cette bulle-là et vraiment, ouais, même les gens qui me connaissent, ils me disent, oula, on va attendre que tu sors de ta bulle afin de retrouver vraiment tes capacités à gérer l'entreprise correctement et tout ça. Sors de ta bulle et après tu reviens vers nous. Voilà. Et c'est pour ça, ça fait un bien fou. Moi, il y en a certains, ils vont courir, il y en a certains, ils vont voir un film. Moi, je pars au milieu de la jungle avec les tribodos et ça me va très bien. Ça me fait une grande lessive intérieure, quoi. Le meilleur ambassadeur du monde.
On a juste une question de Virginie qui dit, mais est-ce que ce genre de stage peut nous permettre de nous préparer à un problème de survie, par exemple la conjoncture actuelle, la guerre, etc. Je veux dire par là avoir une bonne base pour vivre dans le maquis. C'est une Corse, hein. Mais je vois qu'il répond en direct pendant que j'écris à la question. Eh ben, oui et non. La plus grande technique de survie, c'est que la situation de survie n'arrive pas. Donc, si on veut survivre à un potentiel accident ou un, une apocalypse commerciale ou une guerre, etc., il faut qu'elle n'apparaisse pas, tout compte fait. Donc, c'est maintenant qu'il faut avoir de bonnes techniques de survie. Et les bonnes techniques de survie, c'est dire bonjour à son voisin, c'est être nuancé dans ses choix, c'est d'être intelligent pour vivre en société et faire émerger l'amour que l'on a les uns les autres. Voilà, et pas se recroqueviller à fabriquer son bunker ou espérer survivre dans la nature à 100%, parce qu'on a besoin des autres pour survivre. On est des êtres grégaires, on a besoin de l'autre pour être heureux. Donc oui, on peut survivre un certain temps dans la nature, mais à la fin, on va gagner quoi? 1, 2 ans, 3 ans, mais est-ce que ça va nous rendre heureux, ça? Donc la vraie préparation à toute situation de survie, c'est d'abord savoir créer du réseau, savoir Ouais, communiquer avec les autres, s'entraider ouais. les uns des autres et ne pas avoir peur de son prochain. Je vais juste donner Oui, la parole à Mélodie qui attend d'intervenir. Mélodie, tu nous entends? Oui, je vous entends. Ouais. Bonjour Mélodie. Vous m'entendez, ouais. ouais. Je te laisse te Euh, présenter puisque tu n'es pas n'importe qui. Merci de cette ouverture. Je ne sais pas par où commencer. J'ai un accent, je viens du Québec. Je vous appelle de près de Montréal. Donc, je suis bien en contact avec les Premières Nations ici du Nord, mais je suis d'origine péruvienne. Ma mère qui est Quechua, Wari, qui était avant les Incas. Donc, je suis beaucoup dans ma culture. J'amène moi aussi des gens ici du Nord, dans le Sud, dans la jungle, avec les plans de médecine. Donc, c'était super intéressant d'entendre tout ça. Merci Diane de m'avoir invitée. Je ne saurais pas exactement par où commencer parce que c'était tout super intéressant, mais ce que je voulais partager, c'est que moi, comment je vois la survie, pour moi, par rapport à la spiritualité, je le vois comme un rite de passage. Et Denis l'a mentionné au début, il a dit, ah oui, il y a ça, 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 puis il a mentionné rite de passage. J'ai trouvé ça super intéressant parce que quand on est en mode survie, que ça soit dans une situation violente ou que ça soit dans le fond de la jungle, quand il y a cette adrénaline qui se crée à l'intérieur de nous, on n'a pas le choix d'aller s'outiller de la spiritualité. Donc, comme je disais à Diane plus tôt aussi, je dis oui, je vais aller parler de ça parce que quelqu'un qui vit plusieurs fois un mode de survie, inévitablement devient une personne très, très spirituelle. Quelqu'un qui n'a pas eu besoin d'aller dans le mode survie, ben, il est dans sa zone de confort, il est bien entouré, encadré, sécurisé, que ce soit par la société ou les parents ou tout ça. Donc, va pas vouloir, va pas être tenté à aller chercher plus loin et ouvrir ses sphères des mondes invisibles. Donc, quand j'amène des gens là-bas au Pérou, moi, c'est au Pérou que j'amène les gens dans le nord, dans des endroits où les personnes ne vont pas, donc je les amène pas au Machu Picchu et tout ça. On a ce mélange de les amener dans des super bons hôtels, donc ils sont en sécurité, mais là, de les sortir de la zone de confort et dire là, on ne mange pas pendant plusieurs heures, on ne boit pas d'eau, on n'amène pas d'eau et on va prendre des plants de médecine. Donc, pas des drogues, des plants de médecine. Je travaille avec la Wachuma, San Pedro. Et là, si une personne a déjà une réticence et qui fait ah non, finalement, je ne le sens pas, je ne veux pas, c'est parce que là, il y a une blessure, oui, il y a un manque d'ouverture vers la spiritualité. Et ils ne veulent pas aller dans cette zone de survie-là parce que déjà là, on leur enlève déjà nourriture, eau et des fois, on passe des nuits blanches, une nuit blanche complète. Mais là, on est en mode survie dans le fond de la jungle, bien évidemment. Il y a moi, il y a mon conjoint aussi qui est un super maître de la nature et deux autres personnes. On est 4 personnes avec le groupe on a chacun toutes nos forces. Mais même à ça, même si on donne toute la sécurité, si la personne n'a pas cette ouverture spirituelle-là, ne veut pas aller se mettre en zone survie. Il va rester à l'hôtel. C'est déjà arrivé qu'il y a une personne qui me dit ah non, ce soir, je veux vraiment pas manquer de sommeil, manquer de nourriture. Donc, ils veulent pas, ils vont aller chercher cette zone parce qu'ils n'ont pas ce côté spirituel-là, ils n'ont pas encore cette foi ou cette croyance. Mais quelqu'un qui se laisse aller, qui s'ouvre vraiment,
ben, ils vont arriver dans le fond de la jungle, on va marcher, monter une montagne, arriver dans un endroit avec les gardiens de cet endroit-là, mais aussi avec demander la permission, vous en avez parlé, de ça aussi c'est super important, de demander les permissions à tous les esprits, c'est primordial d'ouvrir ce côté spirituel-là, parce que oui, il y a des jaguars, des panthères qui peuvent arriver, il y a plein de choses qui peuvent arriver, donc ce côté survie, il est là, mais si on a la grande ouverture vers la spiritualité, vers les mondes invisibles, tout peut super bien aller. Là, je pense juste à un moment où j'étais avec mon copain, on était tous les deux à un endroit, puis je disais, oh, regarde la magnifique fleur. Puis il est horticulteur, il est mycologue, il connaît très, très bien les arbres et les plantes, plus du Nord. Lui, il vient vraiment des nations d'ici. Et j'ai dit, regarde la belle fleur, il l'a touchée et sa main est devenue rouge, elle s'est mise à enfler. Il a dit, merde, je ne sais pas c'est quoi cette fleur-là. Puis il a respiré, s'est ancré, puis il a dit, OK, mon père m'a toujours dit que quand il y a toujours l'antidote tout près du poison. Donc, il s'est mis à retourner, il a regardé toutes les autres plantes, il a dit, ah, ça ressemble à du plantain, qui est une plante anti-inflammatoire. Il dit, ça ressemble, je ne suis pas sûre, mais je crois que oui. Il a pris, il a frotté, et tout de suite, ça s'est désenflé. Donc, c'est quand tu te mets en mode survie, tu t'ancres et tu dis, OK, c'est un passage. Je passe à travers quelque chose de vraiment difficile, mais je vais passer à travers. Donc, plus qu'on passe des rites de passage et plus qu'on s'ouvre à la spiritualité. Mais c'est ça, je peux parler super longtemps de plein de choses aussi parce que vous avez parlé aussi des nations du Nord d'ici qui, avec toutes les blessures, tous les traumas qu'ils ont vécus. Comme ce matin, j'ai lu les Inuits présentement, ils sont coupés d'eau depuis 2 mois. C'est les nations qui sont d'une magnifique puissance et ils n'ont pas d'eau. Et on est au Québec, on est au Canada, ils n'ont même pas d'eau, ils n'ont pas accès à ça. Et les connaissances, c'est sûr que présentement, ils sont en mode prière, là. Ils sont en mode offrande à la mer, aux esprits. Ils sont sûrement dans ce mode-là. Ils vont se réunifier. L'esprit de famille, de groupe va se mettre encore plus fort parce qu'ils n'ont pas accès à de l'eau présentement. Donc oui, il y a peut-être des gens qui vont arriver, mais on peut juste y aller en avion pour aller les voir. On ne peut pas y aller en route. Donc transporter de l'eau, c'est difficile. Il y a tout un truc, mais c'est juste pour dire que quand on est en mode survie, ben, on se met en groupe ensemble encore plus fort. Donc, moi, j'étais là, bon, j'aimerais bien aller les aider, mais c'est des heures d'avion. Je ne peux rien faire présentement pour les aider, mais tous ces peuples, que ce soit des États-Unis ou du Canada, ils ont passé à travers des moments traumatisants et c'est ça qui fortifie et qui réveille la spiritualité encore plus forte. Puis là, elle est vraiment en train d'émerger encore plus parce qu'ils ont eu leur moment d'effondrement, de culture qui s'est effacée un peu, mais les mémoires reviennent parce que les prières reviennent, la spiritualité revient. Donc, le mode survie n'est plus autant fort qu'il était il y a 50 ans ou il y a 100 ans, mais les mémoires sont encore là, oui, mais le mode survie, on essaie d'enlever. Je parle pour le Nord ici parce que le Sud, c'est différent, mais c'est ça, je ne vais pas prendre trop de temps parce que je pourrais parler de plein de choses, hein, mais sortir de sa zone de confort, c'est accepter un rite de passage et se dire, bon, je passe à une autre étape dans la vie. Mais merci de ce que vous avez partagé. Merci beaucoup, Mélodie. Merci Beaucoup, d'être venue. Marielle, ainsi que Fred d'ailleurs. Je vois que Rachid souhaite poser une question. Oui, bonjour à tous. Bonjour à Bonjour. toutes. Est-ce que vous m'entendez? Ah, Oui. Salut. bon, la Oh, caméra très beau est un peu t-shirt. en contre-plongée, mais voilà, je suis un peu corporate. Voilà. Mhm. On essaye. Bonjour à tous. Voilà, en fait, moi, j'ai pas l'éloquence de William, ni même les connaissances de Denis, mais avec le peu que j'ai fait et que je connais, je vais essayer de vous donner mon ressenti, vous poser une seule question. Moi, en fait, j'ai eu la chance de faire le stage avec Nadia l'année dernière, des Waorani. Et comment dire, j'ai même plus les mots parce que pour moi, ça m'a radicalement changé dans ma façon de voir le monde, en fait. Et surtout, ce que je me disais, c'est à la sortie de ce stage, je me suis dit, bon, il y a quelque chose de puissant qui en est ressorti. Et je me suis dit, comment nous, en fait, les Européens, les Occidentaux, comment on peut faire pour, à travers nos actions et à travers en fait nos choix, nos comportements au quotidien, comment on peut faire pour les aider? Ça, c'est la première question. Parce que moi, en fait, j'ai ressenti vraiment le besoin de faire des choses. Et d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, qui montre un petit peu le quotidien des Waorani, le stage de survie avec la maison Tribodo. Et j'ai essayé à travers cette vidéo, de montrer en fait le sentiment que j'ai pu vivre en fait pendant cette expérience.
Mais encore aujourd'hui, et comme Fred l'expliquait tout à l'heure, je me dis, j'ai vraiment en fait ce besoin de faire des choses et pour aider en fait, ne serait-ce que la forêt. Parce qu'en aidant la forêt, en aidant la jungle, l'Amazonie, on s'aide nous-mêmes. Et la question qui en ressort par rapport à ça, c'est comment nous, en fait, les Occidentaux, à travers nos actions, notre comportement au quotidien, on peut faire pour aider ces populations. Bon, c'est pas de l'aide directe, mais plutôt indirecte, je dirais. Ça, c'est la première question. Et puis après, vous pouvez déjà répondre à cette question si jamais vous avez les réponses. C'est pas évident, mais Ah bah déjà, en allant les voir, on les aide. On les aide indirectement parce que on apprend d'eux et on les connaît. Avant, je n'avais jamais vu les Waorani, donc déjà de les avoir vus, et ben, d'avoir appris d'eux, etc., eh ben, tu participes au fait de, de colporter le savoir Waorani, la sagesse Waorani, même leur pays, leur lieu, etc. Donc, moi, je suis toujours frappé, à chaque fois que j'arrive à la même conclusion, c'est l'ignorance qui tue, quoi. C'est l'ignorance qui rend idiot. Et on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc, plus les Waorani seront connus, et plus on les aidera, en réalité. Mais c'est paradoxal aussi, parce que s'il y a un bus de 200 personnes qui viennent tous les jours les voir dans le village, ça va pas du tout aller, quoi. On va les détruire, alors qu'on va les faire connaître au monde entier. Mais c'est pas ça le but, mais c'est de colporter ce qu'ils t'ont apporté tout compte fait. Pour d'accord. moi, c'est ça, les aider. Pour compléter ce que tu dis, moi, je suis assez persuadé que tout commence par soi-même, en fait. C'est-à-dire, avant d'imaginer aller aider les autres ou faire des choses dans le monde, c'est commencer en fait à se soigner soi-même. Parce qu'on est vraiment. Oh, qu'est-ce que t'es bon, William. T'as une sagesse, quoi. Non, Non, mais non, très bien, très je bien. dis ça. Ouais, parce que je pense vraiment que c'est ça, en fait, le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, on projette des choses qui sont négatives partout où on va, en fait. Si on commence pas par prendre conscience de son mode de vie, de l'impact qu'on peut avoir, etc. Donc ça commence un peu par là, puisque si on imagine que les Waorani et d'autres cultures sont en fait subissent les conséquences de notre mode de consommation. Donc on va déforester la forêt pour pouvoir y mettre je sais pas moi, des vaches et puis ensuite produire la viande qu'on va renvoyer en Europe, etc. Enfin, c'est un exemple, hein, voilà. Déjà, commencer par ça. Et après, effectivement, Denis a tout à fait raison, c'est d'y aller avec un esprit complètement ouvert, dans le sens où il n'existe pas de vérité absolue, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, leur façon de voir le monde, elle vaut tout autant que la nôtre, en fait. Et donc, du coup, il y a des choses à apprendre. Et on aurait tout à y gagner, on serait bien, bien plus fort si on acceptait qu'il y avait des gens qui pouvaient penser autrement que nous, différemment de nous. Et c'est là où, dans la rencontre, on apprend vachement de choses, quoi. Il y a Oh, c'est re-beau. Ah, Mélodie qui surgit. Mélodie qui a envie de répondre aussi. Oui, parce que c'est une super question qui est très souvent demandée ici au Québec, partout. Et la réponse, c'est vraiment de respecter leur culture. Parce que là, j'embarquerai pas dans le sujet d'appropriation culturelle, mais pour pas les effacer, il faut bien transmettre qui ils sont. Donc, vraiment s'assurer de respecter toutes leurs connaissances, qui sont dans tout, 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 tout. Donc, le respect d'une culture va faire en sorte qu'elle va rester vivante et de transmettre toujours. Donc, ça, c'est la meilleure façon de la garder vivante et de les aider de rester vivants. C'est de respecter la culture. Même ici, les gens sont comme on veut les aider, on veut les aider. Ben, si tu les vois, respecte leur culture, n'impose pas la tienne. Le colonialisme a déjà beaucoup eu lieu un peu partout. Et là, c'est de remettre ça tout ça en vie. Mais ça, c'est tous des sujets encore, là. Mais le respect des cultures est vraiment important. D'accord. Mais du coup, ça m'emmène à ma deuxième question, enfin du moins à la deuxième partie de ma question, et elle rejoint un peu ce que vous avez tous un peu dit. C'est est-ce que on peut pas tomber dans les travers de je veux montrer au monde entier les Waorani, expliquer qui ils sont. Est-ce que en faisant ça, on peut pas justement tomber dans le dans le trop en fait, dans le surplus où on veut absolument montrer qui ils sont et finalement on montre trop et tout le monde commence à vouloir faire des choses avec les Waorani et là ça peut courir à la perte en fait de la population. Alors, c'est pas que les Waorani, évidemment, il y a d'autres populations, mais en règle générale, la forêt et l'Amazonie. Parce que, en fait, je vous demande ça et je vous pose ces questions parce que moi, j'ai eu un sentiment extrêmement puissant en sortant de ce stage.
et j'arrête pas d'embêter ma copine parce que j'ai envie de faire encore des trucs en Amazonie à droite à gauche. Et je me dis, moi, en fait, j'ai ce sentiment-là et j'ai envie de faire des choses. Est-ce que le fait de montrer tout ça va pousser aussi d'autres personnes à vouloir faire des choses et on va tous vouloir faire des trucs en forêt, en Amazonie, rencontrer des populations et ça peut avoir un impact majeur en fait Tu sur crains Non, pour mais le tourisme de consommation par rapport à ça? voilà, non, par non, exemple, t'inquiète pas. le tourisme par rapport au fait qu'on veut tous un petit peu faire des choses extrêmes et là on tombe dans le côté Instagram et réseaux sociaux Ouais, et ouais, non, mais t'inquiète pas, Rachid, pour répondre à ta question, dès qu'il y aura plus d'une demi-heure de 4x4 à faire, ça va écrémer 95% des clients potentiels. Donc, ils 3 iront jours. jamais là où tu as été. Ou 3 jours de Euh, marche pour accéder. ouais, 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 voilà. Et la photo Instagram est trop dure à faire, quoi. Donc, il y aura pas 2000 personnes par mois chez les Guarani, là où tu as été. Ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que, enfin, pour moi, c'est inévitable l'échange. Et ils l'ont déjà l'échange. Ils savent très bien la qualité, enfin, notre monde moderne. Ils prennent l'important, c'est qu'ils prennent le meilleur de chaque monde, qu'ils gardent le meilleur d'eux. Le monde des Guarani, ça n'a pas été un monde bisounours pendant des millénaires. Hein. Enfin, William en parlerait mieux que moi, mais Demente, quand il t'a raconté, à chaque fois qu'il raconte une anecdote, Demente, c'est pour, c'est une histoire de meurtre, de vengeance, de guerre avec une autre ethnie, etc., etc. Hein. Ils se sont fait la guerre pendant très longtemps. Il n'y a que très peu de temps où ils sont pacifiés, tout compte fait. Donc, c'est pas des trucs figés comme ça, inoffensifs et fragiles, hein, les Waorani. Hein. C'est des guerriers avant tout. Hein. Euh, et après, donc, ils ont une culture avec toute cette croyance, cette spiritualité, la connaissance de leur environnement, etc. Ça, faut qu'ils, à mon sens, faut qu'ils le gardent parce que c'est leur richesse. Mais il faut qu'ils prennent aussi le meilleur de notre monde à nous, peut-être un peu de médecine, voilà, des choses qu'on peut soigner que eux ne peuvent pas avec leurs plantes médicinales et leurs méthodes. Un moteur sur la pirogue, un moteur qui marche bien, qui soit fiable, tu vois. on peut en panne en Voilà, plein milieu. voilà, qui ne plante pas en plein milieu, mais ils en ont déjà les moteurs. La pirogue, c'est plus un tronc creusé, c'est pas un radeau qu'ils ont fabriqué avec du basalte. Je fais plein d'allusions à ce que tu as vécu. Mais voilà, ils ont une lampe, une lumière, ils ont un petit groupe électrogène dans la maison. Ils ont Ouais. des gamelles en fer, etc. Donc ils prennent le meilleur de notre monde. Et il ne faut surtout pas qu'ils tombent dans les pièges de notre monde et surtout qu'ils ne se coupent pas de leur monde à eux, quoi. Et en additionnant le meilleur de chaque monde, ça fera un monde meilleur. Mais nous, on est pareil dans l'autre sens. Hein. Je Je pense qu'il y a m'en- beaucoup de trucs à jeter de notre monde et puis à prendre de leur monde aussi. Ça me fait penser à William qui m'avait raconté une anecdote qu'il avait croisé un chaman qui demandait, qui utilisait un téléphone portable pour interroger les esprits. Bah ouais, génial. Si ça marche. Bien sûr. Voilà. En Parce tout qu'en cas, fait, bah, du coup, merci d'avoir répondu à ces questions. Moi, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Faites le stage, vous allez vraiment pas être déçus si vous l'avez pas fait. Je fais de la pub parce que j'ai beaucoup aimé. Et n'hésitez pas à aller voir ma vidéo aussi. Tu peux donner ta chaîne YouTube sur le chat si tu veux. D'accord. Merci. Et une Et petite on les a pas payés, hein, William. Mais c'est sûr, moi, tu vois, je connais bien les Hadzabe aussi, et on a ce problème aussi avec les Hadzabe. Les gens ont peur de les polluer. Et on veut les aider en tant que blancs. On n'y arrive pas, on ne sait pas faire. Je ne sais pas si dans notre culture, j'en sais rien, mais à chaque fois, on se sent un peu supérieur ou on a peur de mal faire. bah, On est très, très maladroit. il y a plein de choses qui se jouent, hein. Évidemment, bah, je pense en tant qu'agence de voyage, on a une forme de responsabilité de ne Ouais. pas non plus les harceler, les envahir en faisant un tourisme de masse. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on le propose qu'une fois par an. Et vous voyagez en très petit groupe aussi. Vous Ouais. prenez pas plus de 6 ou 7 personnes. Et puis l'autre côté, en fait, si tu veux, il y a aussi le fait que pour pas avoir une pensée de type colonialiste, Ouais. d'imaginer que voilà, il faut qu'on les protège. Enfin, ils sont tout à fait en mesure de se protéger eux-mêmes et de prendre leurs décisions. Enfin,
voilà, on n'a pas forcément à interagir trop là-dessus, c'est leur choix. Il y en a qui font des choix voilà, de se donner à la modernité complètement et d'autres d'y résister en fait. Mm. À part les accompagner dans leurs souhaits, Ouais. voilà, il ne faut pas non Et, plus. euh, ils sont pas, pardon, ils sont pas dans un monde figé et eux aussi ont droit à la modernité, à une certaine sorte de confort. Ils ont le droit de vivre jusqu'à 80 ans en bonne santé, comme nous. Enfin, voilà, et c'est pas des pièces de musée, quoi. Et moi, j'ai vécu. Pardon, je t'ai coupé. Non, 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 Mais ça me fait penser au Laü en Thaïlande où on va aussi très souvent depuis 20 ans, 15-20 ans maintenant. La communauté Laü, les Laü noirs, il y a les Laü rouges, les Laü blancs, enfin bon. Les Laü noirs, moi, on les a connus, ils étaient au Moyen-Âge. Ils n'avaient pas d'électricité, ils n'avaient pas de voiture, ils vivaient comme au Moyen-Âge, avec des maisons sur pilotis, etc. Et à fur et à mesure des années, à fur et à mesure qu'on venait les voir une fois par an, et ben, une année, il avait construit un WC au fond de son jardin et il avait du PQ. Ah putain, il était fier de me montrer son PQ. Ok, l'année d'après, il avait une petite lampe avec un petit panneau solaire qu'il avait acheté, 3 fils, etc. L'année d'après, etc., etc., etc. Et maintenant, bah, il en est arrivé à avoir une maison à la ville d'à côté. Il a un 4x4, Jacka, on l'a eu. Il a un Facebook plus puissant que le mien, je sais pas. Enfin bon, voilà. Le mec, il a intégré la modernité en 10 ans. Ça a été incroyable tout ce qu'il a avalé, quoi, tout ce qu'il a digéré. Nous, moi je l'ai connu, il n'avait pas de téléphone portable. Après, il a eu un Nokia pendant très longtemps. C'est le truc qui dure. Le Toi, tu captes 3310. pas avec. Ouais, tu as ton téléphone satellite dans la jungle, tu captes pas. Lui, il a son Nokia, ça sonne toutes les 10 minutes. Tu vois. Tu dis, mais c'est quoi cet oiseau-là? mais pour Et autant, voilà, non, c'était son portable. ils ont une relation avec les objets qui est très différente dans le sens où quand ils le perdent, bah, hop, voilà, c'est Ouais, passé. ouais, voilà, Ah, voilà. donc Et ils n'ont puis, pas, voilà, voilà. pas Mais n'empêche qu'il le sait même encore véhicule. survivre dans sa forêt. Mm. Il n'a pas désappris tout en intégrant la modernité. Mais lui aussi a droit de vivre dans le luxe dans lequel on vit, quoi. Ils ne sont pas figés dans le temps, quoi. Eux aussi ont droit à ça. Donc ça serait utopique et illusoire et dangereux pour eux de dire, ben non, toi, tu vis comme au Moyen Âge, tu es beau comme ça, tu as un bel habit traditionnel, oh là, qu'est-ce que c'est dur, mais oh, qu'est-ce que c'est beau ton paysage, etc. Et on va te laisser comme une pièce de musée, là, figée. Ben non, non. Donc il faut les accompagner. Le terme était très, très bien. Je crois que Mélodie veut intervenir encore. Ben, Mélodie, elle est Mais figée. je voulais juste Ah non. rajouter que parce qu'il parlait de Instagram, les réseaux sociaux et tout ça, mais c'est juste de pouvoir trouver l'équilibre du fait que normalement, comme toi, tu as découvert ça, tu as découvert, ben, c'est Fred, c'est ça, il a découvert cette culture-là, puis il voudrait que tout le monde soit en contact avec cette culture-là. Quand on découvre quelque chose de si beau, précieux qui nous aide à grandir, on veut que tout le monde le découvre. Mais c'est parce que cette culture-là, elle est venue vers toi aussi. Donc, il faut être patient. Les gens qui ont à être en contact avec cette culture ou n'importe quelle culture, elles vont venir. Si tu touches justement à la spiritualité, au monde invisible, ça va venir vers toi quand ça va être le bon moment. Une des sagesses les plus importantes ici dans le Nord, c'est il ne faut pas aller s'acheter de tambours. Il ne faut pas aller s'acheter des mocassins. Il ne faut pas s'acheter les jupes. Il ne faut pas s'acheter ces objets. Ils vont venir à nous. Quand c'est le temps à toi de porter un tambour, les Autochtones, les Premières Nations vont t'offrir un tambour. Tu vas recevoir les choses. Tu vas recevoir les mocassins. On reçoit les choses. Donc, toi, tu as reçu des enseignements de ces cultures-là dans la jungle, ou comme William et Denis ont reçu tout ça parce qu'ils ont eu cette ouverture. C'est venu vers vous. Donc, si on commence à trop publier, trop en parler, trop mettre ça en gros, ben là, c'est comme perdre ce contact spirituel, justement, qui est super important, que les gens, ça va venir vers eux quand ils vont être rendus là. Donc, Ouais. sinon, tu essaies de nourrir ton ego. Donc, il ne faut Mhm. pas nourrir l'ego. Et oui, Très bien. toute la dit. Merci Ouais. pour tes précisions. Du coup, ça me remet en question sur pas mal de choses que j'ai pu faire sur mes réseaux sociaux et notamment sur ma chaîne YouTube. J'ai l'impression que c'est pas forcément ce qu'il fallait faire, même si, attention, j'ai pas des millions d'abonnés ni des millions de vues, qu'on s'entende bien, mais je me dis peut-être que c'était pas forcément la bonne chose, mais en tout cas, c'était quelque chose que je voulais absolument partager avec d'autres parce que pour moi, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire et j'avais besoin en fait de le Voilà, montrer et montrer le bon côté.
Tu étais juste dans le partage, t'inquiète pas, Rachid. Oui, je pense que si au niveau de tes tripes et et que t'as fait les choses dans l'amour et que t'avais fait ça avec le cœur, t'as pas eu tort de le faire, tu vois. Non, 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 Hmm. non, non. Ok. Pas de souci, Rachid. Et reviens. C'est prévu hein, en Tanzanie et puis on a un petit projet avec Oh, Fred. Voilà. ah bah, je te verrai en Tanzanie alors. Eh oui, tu vas Génial. encore, tu vas Ouais. subir après mes moments de joie et de blagues. Bah, tu vas Ça va voir. être dur. Ça va être dur, Denis. Ça va être dur pour toi. Ah non, 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 non. Moi, Voilà. c'est Et jamais dur, moi. juste un petit mot, justement, quand on parle de partage d'expérience. Alors, je ne l'ai pas encore fait. J'avais promis de le faire pour mes petites filles qui ont 7 ans. Je vais intervenir dans leur école, justement, pour présenter les Waorani, leur culture, la jungle et tout ça. Et je me dis, quand Rachid cherche des moyens de protéger la jungle et de protéger ses Ah ouais. populations, je pense vraiment que la solution, c'est les enfants. C'est Mmh. d'en parler aux enfants, au lieu de leur foutre des portables dans la main et de les faire travailler sur des tablettes, même s'il faut l'inclure dans leurs apprentissages, c'est leur apprendre que ben, un arbre, on le respecte, un animal, on le respecte, que l'environnement autour de soi, on le respecte, on jette ses papiers là où il faut jeter ses papiers, ses plastiques. Alors, moi, longtemps, en ayant travaillé dans l'environnement, j'avais d'énormes craintes et j'en ai toujours. Mais des fois, quand je vois les gamins à l'école, je me dis, je vais faire de mon mieux pour leur présenter les Waorani avec ce respect qu'on leur doit. Je me dis, des fois, on est dans la nature et je vois mes enfants qui me disent, regarde papa, c'est dégoûtant ce qu'ils ont fait. Les gens, ils ont jeté leur saleté et je les vois les ramasser. Et je me dis, waouh, c'est génial. Je pense que on va dire, ce respect de la nature qu'on doit tous avoir. Et ça passe par les enfants, par l'éducation, par le savoir aussi, hein, vraiment. Voilà. Donc il faut pas non plus mettre ça on va dire à la une de tous les écrans télé et aux journaux. Mais je pense que c'est important d'impliquer ça dans l'éducation des enfants, des jeunes et tout ça. C'est pour qu'ils puissent grandir avec moi ce que j'appelle des valeurs saines et de respect. Et je pense que ça doit passer par là aussi, quoi. De Pour toute moi, façon, il faut qu'il passe plus de temps en forêt que sur les bancs de l'école, hein. Ah, Il y a des Ouais. écoles qui font des initiatives de balade en forêt, mais c'est vrai que on n'a pas tous une forêt à côté de l'école et c'est vrai que c'est plus les écoles privées qui ont des facilités pour le faire, mais Ouais. Alors après, là, tiens, avec Wilfried et puis Rémi, deux de mes formateurs, après-demain, on sera dans la forêt. Et ça fait 5 6 ans qu'il y a un prof d'un lycée, je crois que c'est un lycée public, hein, vient avec ses élèves pour qu'ils se confrontent un peu à eux-mêmes et qu'ils s'immergent un peu dans la nature. Donc ça, apparemment, ça leur fait du bien. Et ça fait 5 6 ans qu'il vient tous les ans, à peu près à la même période, pour faire ce bain de forêt, on va dire. Et moi, je trouve ça bien hein, que le chef d'établissement autorise. Et puis, apparemment, il y a du bénéfice, puisque il revient tous les ans, donc ils y trouvent leur compte, quoi. Voilà. Donc, c'est bien. Puis, on va en avoir un autre lycée aussi. Enfin, plus ça va, plus quand même l'éducation nationale comprend que se réancrer avec la Dame Nature, c'est pas si mal que ça. Même s'il faut remplir la tête de plein de trucs très compliqués de nos jeunes pour qu'ils puissent survivre dans le monde moderne. Mais il ne faut pas désapprendre ce que savent encore les peuples premiers, comme les Waorani, par exemple. finalement, on a l'impression d'inventer des choses, mais on retourne toujours au peuple premier ou aux sources de notre Ouais. humanité. Rassasié de toute cette sagesse et de toute cette culture. Merci beaucoup à vous d'être venus, de nous avoir soutenus et de nous avoir permis d'interagir avec vous